C'est parti. Bonne soirée à tous. Merci Jérémy Cléda d'être avec nous dans cette session NextGen. Le sujet est particulièrement intéressant et original pour la grande majorité des organisations. Il s'agit de la réduction du temps de travail, en tout cas le passage à une semaine de 4 jours. On va décrire ce que cela signifie. Nous sommes donc, on l'espère en tout cas, au sortir de la pandémie Covid-19. Les chefs d'entreprise, je pense, ont tous pris conscience de manière beaucoup plus aiguë qu'avant que placer le bien-être des équipes et l'humain au centre des politiques RH, c'est un facteur clé de succès. Ça, je pense que c'est vraiment un point saillant qui est sorti de cette crise. Alors, l'étude Deloitte Global Human Capital Trends, qui a été publiée fin 2020, montre que 80% des organisations sondées se déclarent favorables à cela, mais faut-il constater que seulement 12% d'entre elles ont mis en œuvre de telles politiques. Donc les entreprises qui ont décidé d'être en ligne avec leur conscience, ou avec en tout cas leur volonté, font preuve d'exception. Nombreuses parmi elles vont mettre en œuvre ou pérenniser l'hybridation du lieu de travail. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été testé et approuvé malgré des effets de bord qui sont à maîtriser. Tout ça a été donc testé et approuvé pendant la pandémie. En tout cas, un certain nombre de bienfaits ont été expérimentés. Mais les plus aventureuses ou les plus innovantes investissent donc le terrain de la réduction du temps de travail, ce qui déclenche des haussements de sourcils pour beaucoup de sceptiques. Personnellement, je peux avouer sans crainte que j'ai toujours une zone de doute sur cette idée. C'est aussi le grand intérêt de cette soirée, même si je comprends bien un certain nombre d'apports. Et pour autant, donc cette réduction semble plébiscitée par pas mal d'adeptes qui sont présents un peu partout sur la planète, dans différents pays, différents types d'entreprises de toute taille et de tout secteur. Et on peut se demander si donc la semaine de 4 jours va s'imposer comme un nouvel idéal à atteindre. En tout cas, un mouvement en sa faveur semble émerger. Du Japon à l'Islande, des entreprises comme Microsoft jusqu'à Welcome to the Jungle en France, qui est avec nous ce soir. La semaine de 4 jours, en tout cas, fait beaucoup parler d'elle. Ce n'est que le début probablement, et le point de départ de toutes ces expérimentations vise à maintenir les salariés avec un salaire constant, tout en réduisant la semaine de travail de 20%, ce qui n'est pas du tout anecdotique. Donc, ça implique dans certains pays d'Europe de passer concrètement à une semaine de 32 heures. Et naturellement, il y a beaucoup de leaders, de dirigeants qui craignent qu'il y ait une baisse de performance à la clé. C'est pour ça que le sujet est assez polémique. Alors en 2019, Welcome to the Jungle, et on réexpliquera quel est le core business de Welcome, parce que je pense que c'est important pour tous ceux qui vont assister ou écouter ce talk. Donc, est passé à la semaine de 4 jours durant 5 mois, de juin à octobre 2019. Cette expérience finalement a été définitivement adoptée par l'entreprise avec maintien des salaires. Et la mise en place de cette mesure a fait l'objet d'un suivi, c'est ça qui est intéressant, par des chercheurs pour en légitimer le bien fondé économique auprès des actionnaires, puisque Welcome n'est pas détenu par une seule personne, mais par une multitude d'actionnaires, et également pour comprendre l'impact sur le bien-être et l'équilibre personnel des collaborateurs. L'exemple de Welcome to the Jungle est emblématique, puisque cette semaine de 4 jours est devenue un élément constitutif de l'entreprise, un pilier de son innovation managériale. Et Jérémy Cléda, son président, est formel, en tout cas, tu le diras ce soir mieux que moi, tu infirmeras. Les impacts positifs sont significatifs, ce qui explique qu'aujourd'hui, l'ensemble des employés est passé à la semaine de 4 jours.
Donc, Jérémy, un grand merci pour ta présence ce soir, le temps que tu nous consacres. Il y aura un article qui va accompagner cette conférence, enfin, ce talk, cet échange. Et donc, j'invite d'ores et déjà toutes les personnes qui participent et qui veulent poser des questions, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom, à chatter leurs questions ou à demander la parole, et on se fera un plaisir de la leur donner. Et dans le cas contraire, ou en tout cas, moi j'ai déjà un certain nombre de questions également, et donc on enclenchera la conversation, et puis on l'arrêtera dès lors qu'on aura des éléments qui satisferont les participants. Voilà, merci encore Jérémy, et sans plus attendre, je te passe la parole, je te laisse nous présenter ce qu'a été cette expérimentation et cette mise en œuvre maintenant à l'échelle au sein de Welcome to the Jungle France, et nous en dire un petit peu plus sur les difficultés, les succès déjà mesurés par ces chercheurs et par ton équipe, et comment tu imagines la suite, l'évolution de cette aventure. Oui, merci pour l'intro. C'est un sujet qui évidemment me tient à cœur, déjà évidemment parce qu'on l'a mis en place, et puis surtout parce que je pense que ça peut être un élément assez constitutif de la manière dont on va travailler ces prochaines années. Peut-être pour revenir un peu en arrière, pour expliquer un peu le contexte, hein, et ce pourquoi on a fait ça. Peut-être un mot sur Welcome. Ça pose un peu les conditions qui nous ont permis de mettre ça en place. Welcome to the Jungle, c'est une société que j'ai eu la chance de fonder il y a 7 ans, enfin bientôt 7 ans. Notre mission d'entreprise, c'est de repenser l'expérience de travail. C'est un projet très large. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse de près à comment innover sur ces sujets, peut-être plus que d'autres entreprises. On a commencé par un thème très important qui est le recrutement, la marque employeur, comment aider les gens à trouver le bon job dans la bonne entreprise. Et lié à ça, on a créé une plateforme de recrutement et un média sur le travail qui essaie d'orienter au mieux les gens pour trouver chaussures à leurs pieds. Donc, on a lancé ce projet en 2015. Et en 2019, fast forward, on est à peu près 60 personnes. Et on a commencé à se demander assez significativement deux choses. La première, c'est évidemment comment on veut se projeter en tant qu'entreprise et en tant qu'équipe. On avait dès le début une vision très long terme de ce qu'on voulait faire. Même en créant la boîte, on s'adressait à un sujet tellement large qu'on savait que potentiellement, ça pouvait peut-être nous prendre 15, 20 ans, 25 ans pour réussir à faire tout ce qu'on voulait. Et donc ça, cet horizon, cette logique d'horizon long terme était important. Et donc assez vite, une question s'est posée sur comment on peut faire en sorte que nos équipes aussi, au-delà de nous, qui sommes naturellement motivés par ça, parce que c'est notre projet de départ, parce qu'on a envie de le mener à bien, comment aussi les équipes, elles peuvent être incentivées à avoir cette démarche long terme, à pouvoir se projeter long terme, qui est un sujet clé dans un environnement où globalement, maintenant, il est quand même assez commun de se dire je vais bosser 3-4 ans dans une boîte, après j'irai changer, c'est comme ça que je peux progresser, etc. Et une partie en fait, de la problématique, c'est qu'au-delà de la capacité de se projeter sur le long terme, qui est liée à une évolution salariale, une évolution de périmètre, etc., se posait vraiment la question de comment faire aussi que les équipes, les gens puissent se projeter sur le long terme sur l'entreprise qui leur permet d'assurer un équilibre personnel qui soit le bon et qui soit pérenne dans le temps et qui puisse s'améliorer. On a beaucoup creusé ce sujet-là parce que c'est vrai que des premières discussions qu'on a pu avoir, des sondages qu'on a pu faire autour de nous, on voyait que la difficulté, c'était vraiment de dire, en fait, au bout de quelques temps, il y a une forme d'épuisement. Beaucoup d'entreprises en plus sont mues par un objectif de croissance qu'on connaît tous. Et donc, au bout d'un moment, les équipes, en fait, s'essoufflent et ont besoin de se renouveler. Et donc, une vraie difficulté à se projeter dans le temps, qui va même au-delà de ce sujet salarial. En creusant le sujet, en détricotant un peu ça, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de choses, hein, évidemment, qui essaient de répondre à ça. Plein d'initiatives qui maintenant sont très classiques d'entreprise pour mettre en place des avantages, par exemple pour le sport, des avantages divers et variés. Dans les startups, par exemple, il y a pléthore d'avantages, d'ailleurs, qui sont plus ou moins utiles, qui sont disponibles pour les salariés.
En creusant, on s'est dit, bah oui, c'est intéressant, mais est-ce que ça va vraiment au bout du sujet et ça répond à notre problématique long terme? La réponse était non. En creusant, on s'est aperçu que le sujet principal, c'était beaucoup le rapport au temps qu'avaient les gens et comment ils pouvaient se projeter durablement là-dessus. On s'est aperçu, du coup, on a commencé à regarder sur les RTT, les politiques en fait, qui existent pour permettre aux gens d'avoir un peu plus de vacances, pour leur permettre un meilleur équilibre. On s'est aperçu que c'était une réponse intéressante, mais extrêmement partielle, pas forcément toujours à la main des salariés, assez lourd dans l'usage. Plein de gens d'ailleurs qui étaient hyper mal à l'aise de les demander dans plein de contextes différents. Donc solution pareille, qui ne fonctionne pas forcément très bien et qui ne répond pas à ces enjeux. Et à la fin des fins, nous, notre conclusion, c'est de dire si vraiment on veut travailler sur ce sujet d'équilibre vie pro, vie perso, mais de manière pérenne et long terme, pour permettre aux gens de se projeter durablement dans l'entreprise, il faut aborder de manière beaucoup plus critique et radicale ce sujet en fait, de temps disponible pour la personne et quelle que soit la manière dont il veut consommer ce temps en plus. Et du coup, est née l'idée de passer à 4 jours par semaine au lieu de 5 jours. Donc, c'était une idée assez radicale. C'était une idée assez difficile parce qu'en fait, il y a très peu de paramètres connus. Il y a très peu d'entreprises qui ont fait ça. Il y en a quelques-unes dans le monde et encore moins qui l'ont documenté. Il fallait vraiment partir d'une page blanche. Mais on avait vraiment le sentiment que c'était quelque chose qui pouvait répondre à notre enjeu. Et donc, on a fait la chose suivante. Déjà, par exemple, début 2019, on a partagé avec toute l'entreprise ce souhait de tester ça. Donc, on a fait un grand meeting de boîte pour expliquer pourquoi, la raison que je vous expliquais, pourquoi on pense que ça peut être une solution. On a fait voter d'ailleurs par toute la boîte s'ils étaient d'accord pour faire cette expérience. Donc, comme on peut l'imaginer, on a eu un pourcentage assez élevé de oui pour le faire. Je crois que c'était plus de 95%. Donc, un vrai résultat dictatorial, quoi. Et on s'est dit, en fait, on va faire un test de 6 mois, de juin à décembre 2019, pour voir comment ça fonctionne, et de manière assez scientifique, parce que, évidemment, c'est une conviction très forte qu'on avait, nous, qui rejoint d'ailleurs aussi des convictions personnelles qu'on peut avoir sur le travail et la manière de gérer ça. Mais on avait envie d'aller plus loin que ça, notamment pour les gens qui seraient sûrement sceptiques vis-à-vis du sujet, et d'essayer de documenter les choses au mieux pour montrer de manière assez empirique que ça fonctionne. Et donc, dès le début, on s'est entouré d'un cabinet de conseil qui nous a aidé à suivre l'impact de la semaine de 4 jours sur la performance de l'entreprise et sur sa productivité, et une équipe de chercheurs qui nous ont accompagnés sur comment mesurer l'impact concret réel sur les équipes globales et individuellement. Donc, on a démarré ce sujet de cette manière-là. Au début, c'était assez compliqué, on n'avait pas trop de repères, donc on a mis en place certaines choses. On a démarré ça en juin. Et pour vous dire l'impact direct, en juin, on a fait tout de suite moins 20% de résultats et ça a été l'impact sur la productivité. Donc, c'est extrêmement mathématique. Une journée de moins, moins 20%. Voilà, donc c'était assez radical pareil. Donc, on s'est dit, bon, en fait, la semaine de 4 jours, c'est un vrai impact comme prévu. Il va falloir travailler là-dessus. Et au fur et à mesure, on avait prévu cette période de test. Donc, on a progressivement travaillé pour affiner les process qu'on voulait mettre en place sur ce sujet précis, voir comment on pouvait contribuer à améliorer la situation jusqu'en décembre. Et ce qui a été assez intéressant, c'est qu'en décembre, en fait, on s'est aperçu qu'on était revenu au même niveau de productivité qu'on avait en amont. Quand tu dis moins 20% moins 20% de résultats, c'était sur les résultats, quels résultats financiers ou Résultats financiers, résultats par exemple de new business qu'on peut signer tous les mois, en termes de productivité aussi pour les équipes business, et on le voyait aussi pour plein d'autres équipes, pour les équipes techniques aussi, notre capacité voilà, à faire avancer le produit. Donc c'était assez radical. Tous les voyants étaient dans le rouge, en l'occurrence, et pas dans le vert. Et après, moi, sur la partie plus personnelle et l'impact moral, mental, c'était bien sûr trop tôt pour le voir. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. On s'est aperçu de pas mal de choses. Par exemple, il y a plein de petites choses en fait, qui paraissent un peu prosaïques, banales, mais qui ne fonctionnaient pas. Par exemple, au début de la semaine de 4 jours, on permettait aux gens de prendre le jour qu'ils souhaitaient, off, et ensuite on allait s'organiser. En fait, on s'est aperçu assez vite que quand on sait ça, c'était plus possible de mettre en place une réunion de 3 ou 4 personnes
parce qu'en fait, chacun avait un jour différent et donc du coup, il pouvait se passer 3 ou 4 semaines avant de se rencontrer. Donc en fait, on a choisi, par exemple, après, d'avoir soit le mercredi ou le vendredi pour essayer d'aligner les gens et les équipes, on va dire, dans un calendrier un peu commun. On s'est aperçu d'une autre chose, c'est qu'entre juin et décembre, eh ben, le nombre de réunions internes ont diminué de 30%. Simplement parce qu'en fait, quand vous avez moins de temps, votre rapport au temps change, votre temps devient beaucoup plus précieux et on est beaucoup moins à l'aise pour perdre du temps dans des réunions inutiles dans lesquelles on n'a pas besoin d'être. Et donc ça, c'est un gain, par exemple, assez énorme et je pense un gain de satisfaction qui est important parce qu'on a tous vécu des réunions dans lesquelles on n'a pas besoin d'être. Donc tout ça a évolué au fur et à mesure. Et puis progressivement, en fait, on a vu l'impact de cette organisation. Comme je vous disais, en décembre, en fait, on s'est aperçu qu'on avait retrouvé le niveau de productivité qu'on avait en amont. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé par exemple 2021, alors qu'on bosse semaine de 4 jours. C'est la meilleure année qu'on fait chez Welcome, historique. Donc ça montre bien en fait qu'on peut tout à fait avoir des excellents résultats financiers en travaillant que 4 jours sur 5. Et ensuite, et ça c'était le corollaire de ce qu'on souhaitait faire, nous, on avait eu une vision assez précise de pourquoi on garderait la semaine de 4 jours. On souhaitait, en tout cas, avoir comme output que la productivité reste la même, notre capacité à atteindre ce qu'on souhaite faire reste le même. On ne souhaitait pas un gain. On trouvait qu'être ISO, c'était largement suffisant. Par contre, comme tout ça demande pas mal d'énergie et pas mal d'organisation, on voulait voir un vrai gain sur l'équilibre personnel des équipes, des personnes chez Welcome to Jungle. Et au fur et à mesure, on a vu se dessiner quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais qui est extrêmement intéressant. C'est qu'on voyait que la semaine de 4 jours, la conclusion, c'est qu'elle permettait une vraie amélioration de l'estime de soi qu'on pouvait avoir. Sur un lien qui est assez banal quand on le dit, en tout cas ça paraît assez évident a posteriori, mais qui est assez fort, c'est que la semaine de 4 jours, elle permet d'avoir plus de temps pour soi, donc avoir une impression de mieux maîtriser son temps, notamment pour faire tout ce qu'on doit faire dans la semaine, les choses du quotidien, mais aussi les choses pour sa famille, etc. Et donc cette impression de meilleure maîtrise de son temps, ça a un impact direct sur l'estime qu'on peut avoir de soi-même. Et plein d'autres sujets positifs. Et donc ça, c'était pas mal de facteurs qu'on a vus pour la peine E dans le vert, qui étaient extrêmement importants, au-delà de retours très qualitatifs, évidemment, des équipes, et ça qu'on peut plus difficilement monitorer, mais qui étaient très forts sur leur capacité à se projeter dans l'entreprise, à rendre l'entreprise plus inclusive aussi, parce que ce système fait aussi que, par exemple, pour une entreprise dont l'âge moyen était à 29-30 ans, eh ben, c'est quelque chose qui permet d'être peut-être plus accueillant pour des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont des familles et dont du coup qui ont en fait des priorités et des prérogatives dans leur vie personnelle qui sont assez fortes. Et la semaine de 4 jours aussi, elle permet d'être à l'aise sur tout ça. Donc ça, par exemple, c'est des points extrêmement positifs qui sont plus compliqués à quantifier. On a vu aussi, et ça c'est un peu le hasard de la vie, mais c'est qu'on a vécu la période de Covid en semaine de 4 jours, et on a vu à quel point d'avoir une journée de plus pour se détendre, pour avoir un moment pour soi, c'est critique dans des moments où notre santé mentale elle peut être fortement affectée. J'espère qu'on ne vivra pas une pandémie régulièrement, mais typiquement, c'est un sujet clé dans des moments comme celui-ci. Et donc, en tout cas, à la fin, au mois de décembre, on a fait un peu la conclusion de cette période de test. On a vu que, en termes, on va dire, de productivité financière, on était retourné au niveau qu'on avait initialement et donc ce qu'on souhaitait atteindre. On a vu qu'on était en progression sur la partie équipe plus personnelle. Et donc, c'est ça qui nous a décidé à le maintenir. C'était aussi une manière de partager nos résultats. Pour ceux qui le souhaitent, on a fait une longue étude de 80 pages qui résume vraiment toute la matière qu'on a pu recueillir pendant cette période-là, notre méthodologie et nos conclusions. Je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant et c'était aussi une manière pour nous d'écrire une sorte de playbook pour ceux qui veulent aussi tester cette méthode de travail, en tout cas cette organisation du travail, parce qu'il y a plein de choses que nous, en fait, on a découvert un peu en marchant, et je pense qu'il y a plein d'entreprises qui pourraient l'utiliser. Et depuis, voilà, on a gardé ce système qui est maintenant devenu assez constitutif de notre culture d'entreprise. Et en fait, on voit aussi qu'à posteriori, ça crée plein de choses intéressantes. La première chose intéressante, c'est que quand on change le rythme de travail, on décorrèle
la valeur du travail avec le temps passé à le faire. Nous, notre constat, c'est que la semaine de 4 jours, ça tue un peu le principe de présentéisme. Parce qu'en fait, vous n'êtes plus là tous les jours. Vous pouvez travailler d'ailleurs à d'autres endroits. Nous, on avait mis en place le télétravail depuis extrêmement longtemps. Donc, les deux sont un peu liés selon moi. Et donc, le sujet, c'est en fait, vous n'êtes pas bon dans votre travail parce que vous bossez 5 jours par semaine de temps à temps. Vous êtes bon dans votre travail parce qu'en fait, vous remplissez vos objectifs et qu'on est aligné sur ceci. Donc, ça, c'est extrêmement important. On voit que le sujet du présentéisme, en fait, il n'a pas vraiment lieu d'être sur la semaine de 4 jours. Le second point intéressant, ça c'est évidemment un impact direct, c'est qu'on voit qu'on est pas très nombreux à avoir mis en place la semaine de 4 jours en France, même globalement d'ailleurs dans le monde. C'est vrai que ce sujet, c'est un impact assez critique sur notre capacité à attirer les talents, notre capacité à retenir les talents. C'est un atout qui est assez fort, surtout que la semaine de 4 jours, je le précise, mais ça n'a aucun impact sur la rémunération de nos équipes. La rémunération elle est aussi attractive que pour une boîte qui travaille 5 jours par semaine. Au contraire, nous, on veut que ça soit un élément de différenciation. Donc ça, c'est un sujet clé. Et on voit même, et encore une fois, là, je n'ai pas de chiffres à l'appui là-dessus, mais c'est un constat un peu global que font les équipes. On voit que c'est un vrai impact aussi positif sur en fait, nos capacités, notamment pour les plus créatifs, en tout cas ceux qui ont besoin d'espace de créativité dans leur travail, pour avoir plus de moments off, pour réfléchir à ce qu'ils doivent faire et trouver des solutions. Parce que souvent, on trouve des solutions pas forcément à notre bureau, devant notre ordinateur, mais en faisant plein d'autres choses. Et on multiplie ces moments-là pour l'entreprise. On voit qu'en fait, ce sujet, c'est un impact positif sur la productivité, c'est un impact positif sur la créativité. Et nous, on pense que c'est un impact long terme qui est extrêmement bénéfique. Voilà, j'essaie de brosser un tableau un peu global, mais condensé voilà, de cette expérience. Ravi de répondre aux questions, puis bien sûr à tes questions, Luc. Parfait, merci Jérémy. J'invite les participants à poster leurs questions. Moi, j'en ai une tout de suite sur l'impact du 4 jours croisé avec le télétravail. Tu as parlé d'organiser des moments communs. Jusqu'où finalement est imposée une certaine présence au même moment sur le lieu de travail, si toutefois ce sont des choses que vous mettez en œuvre. Est-ce que c'est à la main des managers? Est-ce que c'est à l'initiative de chacun? Et la conséquence de cette question, c'est donc si je croise 4 jours et de télétravail, ça peut être très compliqué de se retrouver et de développer de l'intelligence collective ou de la créativité ou des projets en physique. Et également, quel est l'impact sur les bureaux et sur le vécu des rituels ou des séances plus conviviales ou encore une fois de créativité. Voilà l'essentiel du sujet qui me pose question. Oui, ça fait pas mal de questions. Peut-être pour commencer, nous, on n'a pas de... En fait, on avait mis en place le remote et le full remote en 2015. Donc nous, en vrai, c'est un vieux sujet et le Covid n'a pas vraiment changé grand-chose, si ce n'est que ça a accéléré le passage au full remote de certaines personnes de l'équipe. Nous, avant le Covid, on avait déjà 20% de la boîte des équipes qui étaient en full remote. Donc ce chiffre est passé à un peu plus de 30%. Donc en fait, on avait déjà une organisation taillée pour. On a déjà mis en place le télétravail. La plupart des gens pouvaient prendre jusqu'à 50% de leur temps en dehors du bureau. Et là, en fait, on a fait passer ce chiffre à significativement plus. Et donc nous, aujourd'hui, on a une politique de télétravail qui est extrêmement souple. Il y a plein de gens qui ne viennent pas au bureau. Et ensuite, chaque manager peut aussi s'organiser en fonction de ses besoins, en fonction du métier des personnes considérées, en fonction de leur rituel, pour être à distance, pour être au bureau. Donc nous, on a une approche assez souple du sujet, surtout qu'en plus, notre vision, c'est de dire, en fait, on se pose rarement la question de pourquoi on va au travail, pourquoi on va au bureau. Et le problème, c'est que la plupart des boîtes ne se posent pas la question, donc en fait, les gens, ils viennent mais pour des raisons assez obscures, alors qu'en fait, elles pourraient beaucoup mieux bosser chez elles ou dans un lieu tiers d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément que le bureau chez soi comme lieu pour travailler. Donc nous, en fait, on essaie de voir comment on peut donner envie aux gens de venir, mais pour des bonnes raisons, c'est-à-dire
pour se voir ensemble, soit pour des moments purement sociaux, sociabiliser, soit en équipe pour partager un bon moment, soit pour des moments en fait, de réunion, on a besoin d'être là pour un sujet d'intelligence collective, de créativité, d'arriver au bout d'un complexe. C'est plus facile de le faire ainsi. Des moments aussi, on est au bureau pour accueillir des nouveaux, pour faciliter leur onboarding et toi, le partage de connaissances, parce qu'il y a certaines choses aussi qui se font à l'oral. Puis on apprend aussi beaucoup en écoutant. Donc voilà, mais on essaye en fait de voir comment apporter de la valeur pour des gens qui sont sur place, mais pour des raisons spécifiques, plutôt que juste venir pour venir, ce que ça importe peu. On a revu aussi notre politique en fait, de rencontres physiques, d'avoir plus d'off-site, plus de moments ensemble d'équipe où on permet aux gens de venir, mais vraiment sous des angles vraiment 100% pour la sociabilisation et la rencontre entre les équipes. Nous, on voit qu'il y a un effet par contre en fait, à ça, c'est que ça peut entraîner des risques de silos en entreprise, que les gens ne voient en fait que leur équipe, leur noyau dur, ou tous ceux qui font un métier proche du leur. Parfois, ça limite un peu l'interaction. Donc, on essaie beaucoup de mettre d'énergie sur en fait désiloter, faire en sorte que tout le monde se voit. C'est ça qui contribue à la culture d'entreprise. C'est ça qui contribue selon nous au partage de la vision d'entreprise. Et pour être sûr d'ailleurs qu'on ait des objectifs communs et que tout le monde rame dans le même sens. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, ça répond aussi en partie à ta question sur les bureaux. Moi, personnellement, ça n'engage que moi, je crois encore beaucoup au bureau physique comme un lieu en fait pour se retrouver, mais pour des sujets spécifiques. D'ailleurs, on a beaucoup réfléchi à comment faire évoluer nos bureaux en fait, pour qu'ils répondent bien à ce pourquoi ils sont là. C'est-à-dire à la fois permettre à des gens de venir parce que chez eux, le contexte n'est pas forcément très bon pour bosser et être concentré, d'avoir un espace où on peut l'être, mais aussi beaucoup un espace en fait, où on peut se rencontrer, on peut travailler en groupe et ensemble. Je ne suis pas sûr que la plupart des bureaux soient comme ça. Je ne sais pas encore les impacts long terme, je pense que c'est difficile de prédire. Est-ce que c'est la fin des open space qui sont pas forcément bons pour le focus, ni bons pour le travail en équipe? Je ne sais pas, peut-être. L'avenir le dira. Tout ce que je vois, c'est que par exemple, on a nous 3500 clients quand même sur Welcome. Donc, on a une très bonne visibilité sur les pratiques et sur les tendances RH. On voit qu'il y a quand même une tendance au retour au bureau imposée par les entreprises. Il y a aussi des entreprises qui embrassent le télétravail complètement. On va voir un peu le chemin. Nous, on est assez convaincus, comme la semaine de 4 jours d'ailleurs, que le télétravail, c'est un sujet clé. Et de toute façon, moi, je suis convaincu que dans 10 ans, les entreprises qui ne proposeront pas de télétravail ne pourront plus recruter. Elles n'auront aucune attractivité sur le marché de l'emploi. Ce sera un bénéfice tellement important que pour rester compétitif, même les gens les plus sceptiques devront se plier aux conditions du marché du travail. Bien sûr. Là où j'ai une question, c'est sur l'expression de l'intelligence collective, parce que l'intelligence collective, avec une visio, c'est quand même plus compliqué, voire dans certaines dimensions impossible, puisqu'il y a une intelligence émotionnelle qui passe quand même beaucoup moins facilement, et puis une capacité voilà, d'utilisation des soft skills et de tout ce qui est body language, etc., qui passe beaucoup plus difficilement, enfin qui est un peu laminé en fait. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu confirmes, enfin, qui est important pour vous? Et dans ce cadre-là, ce que je comprends, c'est que les managers, finalement, ils ont quand même la marge de manœuvre pour faire ce qu'ils souhaitent et ramener les gens au bureau pour ces sessions en tant que de besoin, c'est ça? Et en tout cas, à leurs mains. Hein, c'est eux qui décident. Oui, avec leurs équipes. Je pense que c'est illusoire de penser qu'il y a une politique globale RH qui peut s'appliquer à tous. On ne fait pas du tout les mêmes métiers. Bien sûr. En plus, j'ai le sentiment que comme depuis pas mal de temps, l'entreprise, en fait, dans son effort de complexité, amène à spécialiser en plus de plus en plus les gens. Et donc, les manières de travailler peuvent différer complètement d'une équipe à une autre. Donc, c'est difficile, en fait, d'appliquer la même recette, par exemple, à une équipe dev ou une équipe commerciale ou une équipe marketing, etc. Donc, moi, ça me semble important en fait, d'avoir cette flexibilité au niveau des équipes pour que les gens puissent s'organiser au mieux.
Ensuite, je ne sais pas si l'intelligence collective n'est pas possible à distance. Je ne suis pas certain que ce ne soit pas le cas. Ma seule conviction, c'est que les outils qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas les bons. C'est sûr, c'est ça. Si on rembobine un tout petit peu, on a démarré 2020 avec des Zooms et des Hangouts, etc. Des outils qui avaient été créés à la base, et nous qu'on utilisait depuis des années, par exemple, parce qu'on avait déjà du remote, mais qui avaient été créés, par exemple, Zoom. C'était pas pour zoomer toute la journée de 10h à 18h pour bosser. C'était des outils pour faire du webinaire ou des conversations à distance, mais quand même de manière un peu sporadique ou de temps en temps pour rendre service. Plein de gens l'utilisaient, parce qu'il y a plein de boîtes internationales, par exemple, qui faisaient ça tout le temps. Mais d'un coup, en fait, on a une accélération qui sont tellement fortes qu'aujourd'hui, les outils qu'on utilise n'ont pas du tout eu le temps en fait, de se préparer à cette révolution et de devenir des outils qu'on peut intelligemment utiliser tout le temps, vraiment en permanence, et qui répondent à nos besoins de travailler en équipe, sans fatigue, d'intelligence collective, de se réunir pour avoir des moments plus créatifs. Donc moi, je suis très en attente de voir, en tout cas ces 3-4 prochaines années, quels vont être les outils qui vont se développer pour répondre à ça. Je suis assez convaincu qu'il va y en avoir. Ça se trouve, ce sera des outils complètement différents de ceux qu'on utilise aujourd'hui. Ça se trouve, ça sera les mêmes, mais qui auront évolué ou proposé d'autres choses. Donc je pense aussi qu'on regarde ça avec un prisme qui n'est peut-être pas forcément le bon, ou en tout cas qui est celui de personnes qui utilisent des outils qui sont en fait finalement presque de notre âge déjà et qui ne nous rendent pas service. Parce que sinon, je suis d'accord avec toi, se dire qu'on va passer notre vie sur Zoom, uniquement sur Zoom, Enthousiasmant. c'est peut-être pas le plus enthousiasmant, ouais. J'ai compris que pendant la pandémie, l'outil qui permettait le plus d'intelligence collective, entre guillemets, hein, le numérique, c'était le tableau blanc, enfin, ce qui permettait de coéditer en live sur un espace commun. Est-ce que tu as d'autres insights sur ce qui arrive ou ce qui se profile comme outil numérique pour améliorer cette expérience et mieux travailler ensemble? Oui, je pense sûr que le whiteboard, comme on l'appelle, donc les Mural & Co, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent ça aujourd'hui. C'est un élément assez constitutif pour créer des moments de créativité en ligne. Beaucoup d'agences utilisent, nous-mêmes d'ailleurs, on l'a pas mal utilisé par exemple en 2020 pour ce genre de projet. Donc c'est certain qu'en fait ça va se multiplier et d'ailleurs en fait ça peut s'appliquer à plein de choses différentes, hein, je trouve. Donc ça c'est une grosse tendance mais qui est plus vraiment une tendance pour moi qui est assez établie. Je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie réflexion qui est assez complexe, qui est comment recréer la sérendipité qu'on peut avoir au bureau. Absolument. Parce qu'en fait le bureau c'est aussi la rencontre. C'est les small talk, c'est la machine à café, c'est les gens qui se croisent qui n'avaient pas prévu de se croiser, c'est les liens faibles, toutes sortes de choses qu'on ne peut pas organiser sur Zoom. Et voilà, et ça je dirais la sérendipité professionnelle, quoi. C'est un sujet qui est assez complexe, donc il y a pas mal de gens qui essaient de réfléchir à ça. Il y a une vague assez forte autour du virtual office, hein, donc pensez les SimCity, mais version bureau. Vous avez un petit avatar, vous croisez des gens, ça reproduit un peu ça avec une technologie qui fonctionne assez bien. Donc ça, c'est un vrai sujet. Pas mal de choses issues du jeu vidéo, hein, qui peut-être ont trouvé du sens aujourd'hui dans notre univers un peu plus pro. Donc ça, pareil, je pense qu'on est au tout début et qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui vont naître ces prochains mois. Et puis après, il y a tout un travail de fond, là, vraiment technique, sur la qualité audio, sur la qualité vidéo. Il y a quelque chose qui marche assez peu aujourd'hui, c'est des réunions hybrides avec des gens sur place et des gens à distance. Je pense qu'on a tous vécu là ces derniers temps. Problème de l'arsène, problème de micro, problème de son, problème d'image. Pas mal d'entreprises travaillent sur ça. Peut-être qu'un jour aussi, on sera capable d'avoir une réunion hybride de très bonne qualité qui permet à tout le monde d'avoir le même niveau d'engagement. Ça, pareil, c'est assez certain que des entreprises vont proposer les bons outils. C'est juste que ce n'est pas pour aujourd'hui, quoi. Alors Google a mis ça en place effectivement avec des espaces dédiés. Et l'année dernière, donc le Next Gen Enterprise Summit avait utilisé donc
un espace virtuel complet avec des avatars qui permettaient de recréer des zones d'échange à quelques-uns, tout en permettant la privacy, enfin, la confidentialité de ces échanges et le networking. Il y a quelques questions là sur Facebook que je te résume. Alors, quel est le nombre moyen de jours de télétravail pratiqués chez Welcome, même si on a bien compris que depuis 2015, c'est une pratique qui est généralisée. Et pour certains collaborateurs qui choisissent de déménager pour vivre, pour être vraiment à distance durablement parce que leur métier le leur permet, est-ce que vous modulez les rémunérations en fonction de la localisation des personnes? Sous-entendu, si je me retrouve dans un pays qui n'est pas la France, déjà, est-ce que c'est possible et est-ce que dans ce cas-là, il y a une modulation de la rémunération ou pas du tout? Oui, pour répondre à la dernière question, je commence par la dernière. Ouais. Non, il n'y a pas d'évolution. C'est possible. Là, par exemple, on a pas mal de gens qui quitté Paris ces derniers mois. Donc non, il n'y a pas d'impact sur la rémunération. On pense que la valorisation du travail fait ne dépend pas du lieu où on le fait. Et ça, c'est un élément assez fondamental pour nous, je pense. Et ça crée de l'attractivité. Je pense que c'est aussi comme ça qu'il y a des zones qui se développent par ce genre d'initiative. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est assez ancré, je pense, dans la politique. Et ensuite, sur la première question. Le nombre moyen de jours de télétravail, est-ce que... Aujourd'hui, c'est 50%, il me semble. Donc 2 jours. Exactement. Donc 2 jours sur 4. Exactement. Et je pense que ça dépend. Certaines équipes, à mon avis, ça doit monter entre 75 et 80%. Okay. Et la plupart du temps, et vous avez combien de sites Welcome aujourd'hui en France, par exemple? Un seul. Un seul, d'accord. Donc celui que je connais. Les bureaux sont à Paris. C'est ça. Et les populations qui viennent le plus souvent ont quelles caractéristiques? Il y a un profil qui se dégage? C'est difficile de répondre à cette question. Je pense qu'il y a pas mal de gens de notre équipe business qui viennent, qui ont certainement besoin d'un endroit pour travailler, pour faire leur call dans des bonnes conditions, parce que je pense que les équipes qui sont assez interfacées à l'extérieur peuvent avoir besoin, pour ceux qui le souhaitent, d'un cadre calme où ils peuvent en fait travailler dans des bonnes conditions. On a quelques personnes de nos équipes qui font des métiers techniques. Par exemple, on a une équipe de post-production, parce que chez Welcome, on fait beaucoup de contenu, qui ont besoin d'avoir du matériel un peu particulier, des postes fixes. Donc, ils peuvent venir au bureau pour faire ça. C'est beaucoup plus simple que chez eux. Et après, je pense la particularité du télétravail, c'est qu'il est profondément inégalitaire pour moi. Parce que le télétravail, ça n'a pas du tout la même saveur quand vous habitez dans 100 mètres carrés à Paris, vous avez un bureau, que quand vous habitez dans 20. Quoi. Chambre de bonne. Et donc, ça pour moi d'ailleurs, c'est un énorme sujet. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a toujours voulu garder des bureaux pour que ceux qui n'ont pas forcément un environnement génial pour bosser chez eux, en fait, puissent retrouver un environnement de qualité quelque part. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on réfléchit à avoir des espaces de coworking dans d'autres villes où en fait nos équipes sont assez présentes pour qu'ils aient aussi cette possibilité. Parce qu'un des enjeux, je trouve, du télétravail, c'est de rendre ça accessible et puis surtout égalitaire pour tous, puisqu'on n'a pas du tout en fait les mêmes attentes vis-à-vis de ce sujet. Et ça, pour la peine, je trouve que c'est un enjeu qui est assez peu identifié et sur lequel il y a pas mal de travail. Ok. Il y a une autre question qui nous arrive, qui demande si le fait de devenir attractif par cette semaine de 4 jours, je pense que la grande majorité des personnes sont intéressées par cette modulation du temps de travail. Est-ce qu'elle impacte une baisse moyenne des rémunérations chez Welcome to the Jungle versus la concurrence, ou finalement c'est juste un avantage, mais sans impact sur la rémunération par rapport à d'autres acteurs du marché qui font le même métier que vous ou qui s'en rapprochent? Non, ça n'a aucun impact. Déjà, on n'en parle pas en fait. Okay. Quand on embauche quelqu'un, on n'en parle qu'à la fin des entretiens.
Bon, certaines personnes le savent parce que quelque chose qui devient relativement connu. Il y a plein de gens qui ne savent pas, qui le découvrent à la fin, parce qu'on ne souhaite pas en faire un. C'est pas du tout un argument de vente, quoi, entre guillemets, de l'entreprise, parce qu'on n'a pas du tout envie que les gens choisissent, enfin, aient envie de venir chez nous pour ce critère. Tout comme d'ailleurs, on n'a pas envie que les gens restent chez nous pour ce critère. Hein. Les deux sont extrêmement importants. Et on pense que ça n'a aucun impact sur la rémunération. Pour nous, il faut être ultra compétitif sur les rênes. On vit dans un environnement concurrentiel qui est très fort, où la seule, en fait, la pérennité d'une boîte repose vraiment sur la qualité de ses équipes. Donc, nous, là-dessus, au contraire, on pense que ce n'est pas du tout un sujet. Et d'ailleurs, nos candidats et nos équipes, elles ne valorisent pas comme ça la semaine de 4 jours. Ok, super. Merci, Jérémy. On va bientôt terminer. Je voulais axer la fin de cet entretien sur la gestion des talents. Puisque tu as parlé de l'ultra-compétitivité du marché des talents, et puis Welcome to the Jungle, et c'est un peu votre core business aussi de permettre le match entre un certain nombre de talents et d'entreprises. Est-ce que vous avez une gestion particulière des talents chez Welcome to the Jungle? En particulier, je vais faire référence à l'ouvrage récent de Reed Hastings sur la gestion des talents dans son dernier livre, qui explique que, par exemple, il faut savoir se séparer des brillants Brilliant Jerk, donc les personnes qui sont brillantes mais qui finalement amènent soit une certaine divergence, soit une certaine toxicité dans l'entreprise. Donc, comment vous gérez vos talents? Est-ce que tu fais partie de ceux qui considèrent que tout le monde a des talents, ou est-ce que c'est plutôt l'apanage de quelques personnes dans le corps social? Voilà, ça m'intéresserait d'avoir ton regard là-dessus. C'est une question assez vaste. Hein. Déjà, je pense qu'en termes de bonnes pratiques, la rétention des talents, elle commence dès le recrutement. Et nous, on voit trop d'entreprises qui pensent qu'à partir du moment où la personne a signé la promesse d'embauche, l'histoire a été écrite et qu'il n'y avait plus rien à faire. Le processus de recrutement, il est clé, mais l'intégration de la personne, elle est clé. Ses premiers mois de l'entreprise sont clés. Je rappelle toujours une stat qui m'a toujours marqué. En France, il y a 2% des gens qui quittent leur entreprise la première année qui le font le premier jour. Pourquoi? Parce que le premier jour est nul. Ils ne sont pas attendus, ils ont l'impression que c'est le bordel, personne ne s'occupe d'eux. Et donc, légitimement, ils se disent, bon, en fait, si je ne suis pas... c'est pas une question d'être désiré d'ailleurs, mais bon, si personne ne s'occupe de moi, à quoi bon? C'est quand même pas très bon signe pour la suite. Donc en fait, nous par exemple, on passe énormément de temps à faire en sorte que l'onboarding, l'intégration des gens se passe au mieux. Il y a 1 mois de découverte de l'entreprise pour que les gens en fait comprennent comment ça fonctionne. Et puis surtout, ils aient toutes les ressources nécessaires pour bien faire leur job. Parce qu'en fait, quand on commence, on est tous motivés, on a tous envie de bien faire. Mais parfois, en fait, l'entreprise ne met pas dans les conditions de réussir. Donc ça, c'est quand même un élément clé. Et en fait, pour moi, la rétention des talents, elle passe par des sujets de bon sens, mais c'est de voir comment, en fait, au mieux, on peut faire en sorte que les objectifs des personnes soient clairs, que ce soit dans le bon environnement pour réussir, en fait, leur mission. Déjà, c'est quand même un gros sujet. C'est pas tout le temps le cas. Et ensuite, un des devoirs de l'entreprise, c'est de permettre aux gens de se développer professionnellement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé un Welcome Originals, qui est une plateforme qu'on a créée de contenu de développement pro, parce qu'en fait, on s'est aperçu que la plupart des boîtes n'avaient pas accès à tout ça, en tout cas, ne permettaient pas aux gens et à ces équipes de se développer professionnellement, d'avoir accès à ce type de contenu facilement, directement. Les formations, ça prend toujours un temps fou et ce n'est pas forcément très quali. Donc voilà, donc ça, c'est un élément assez clé. Après, sur les talents, je ne sais pas s'il y a des phrases un peu, toi, toutes faites sur le sujet. Après, moi, mon sentiment, c'est que tout le monde n'attend pas la même chose, en fait, du travail. On n'a pas tous les mêmes ambitions sur notre poste, on n'a pas tous les mêmes désirs de progression professionnelle. Et je pense que les meilleures boîtes, c'est ceux qui permettent, en fait, d'avoir plusieurs types de profils et des personnes qui se retrouvent dans certains challenges et d'autres dans d'autres.
tous les métiers ne se prêtent pas à la même chose. Je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir en fait comment on peut construire une entreprise avec une vision commune, des valeurs communes, mais comment en fait de plus en plus on peut permettre une pluralité de cas, d'ambitions, de personnes qui se projettent différemment. Je pense que la difficulté logique qu'on a, c'est qu'en fait, l'approche entreprise devient de plus en plus personnelle. Les gens ont envie, besoin d'avoir un parcours de carrière personnalisé qui leur convient, qui est potentiellement différent de celui de leurs voisins. C'est un vrai challenge pour les équipes RH, je trouve. Et en même temps, c'est ce vers quoi on va se tourner. Je pense qu'on commence de plus en plus à avoir les moyens technologiques pour le faire. Pour moi, c'est un peu ça le défi, quoi. Donc, une ultra-personnalisation en mettant le plus de marge de manœuvre, enfin le plus de flexibilité sur un maximum de variables en fait du job. Oui, et donc c'est certainement difficile, c'est un peu utopique aussi peut-être, mais en tout cas, je pense que c'est aussi ce qui crée un bon cadre de travail pour permettre aux gens de s'exprimer, en fait, pas forcément comme ils le veulent, en tout cas de la meilleure manière possible pour réussir. Je pense que c'est ce qui permet aussi à terme de valoriser, de responsabiliser au mieux les managers, plutôt que d'avoir un carcan, toi, qu'ils doivent essayer d'appliquer à tout prix, d'avoir aussi une marge de progrès pour le faire et pour être en fait en phase avec leurs propres problématiques. En fait, je pense que ça peut ruisseler à l'ensemble de l'entreprise. Et c'est un peu ça aussi qu'on veut dire dans la semaine de 4 jours. Finalement, la semaine de 4 jours, c'est aussi le bon sens de dire qu'on est tous adultes. Et donc, en fait, on peut s'organiser pour réussir ce qu'on doit faire. La semaine de 4 jours, le 5e jour, off, en fait, il n'y a pas d'impératif. Vous pouvez le prendre pour passer du temps avec vos enfants, pour vous lever à 14 heures et sortir la veille, pour faire du sport, pour reprendre vos cours de poterie, enfin, j'en sais rien. L'important, en fait, c'est de pouvoir en faire ce qu'on veut. Et je trouve qu'on a besoin de se réapproprier un peu tout ça. Je pense que parfois, l'entreprise, ça infantilise un peu. Ça nous dit comment on doit bosser, à quel horaire, de quelle manière. Je pense que c'est ça qui crée parfois le manque de sens. Et si on peut arriver à avoir cette démarche-là, je ne dis pas du tout que c'est facile ou que c'est la solution à tout. En tout cas, j'ai le sentiment que ça peut être intéressant. Et donc ça, effectivement, pour des gens qui ont un certain niveau d'expérience, c'est assez naturel à mettre en place. Pour des personnes qui débutent, c'est probablement un peu plus perturbant. Et donc, c'est au manager à ce moment-là de doser, c'est ça, le taux de télétravail, le taux de… tu parlais d'avoir les gens sur place pour l'onboarding qui paraît quand même préférable. C'est ce dosage-là qui va être fait par le manager, ce qui nécessite quand même de la part du manager une belle maturité, quoi. Oui, certainement. Je pense que les managers, c'est ce qu'ils disent souvent. Plus ça va, plus ils ont des responsabilités fortes, plus il y a encore plus de choses à faire. Et en même temps, en fait, c'est la particularité de l'attrait de ce métier. Donc oui, pour moi, c'est ça. Après, je pense que la problématique du manager, c'est que en fait, la plupart du temps, c'est la seule voie de développement possible en entreprise. Et donc, du coup, plein de gens se retrouvent à être manager parce que en fait, c'est la seule chose qui est proposée. Donc déjà, certainement, si on changeait ça, il y aurait plein de gens qui seraient plus à l'aise dans certains postes. Et on retrouverait en tant que manager ceux qui veulent vraiment le faire et endosser cette responsabilité. Ça, c'est une petite digression, mais je pense que c'est quand même un sujet. Et après, c'est là aussi où je pense qu'on retrouve le rôle des RH, des équipes people, les RH, dont je pense une des missions extrêmement intéressante, c'est d'aider les managers à être bons dans leur job. C'est-à-dire essayer de leur créer un canevas qui fonctionne, essayer d'expliciter les valeurs de l'entreprise et qu'elles servent un peu de référentiel au management pour voir comment on peut gérer les relations humaines dans l'entreprise, de permettre les bonnes formations, de les aider à passer ces étapes-là et d'être aussi présent dans les moments difficiles. Moi, je trouve que ça, en fait, ça redonne beaucoup de valeur aux équipes RH qui sont complètement indispensables. Et elles sont complètement indispensables sur ce sujet. Pour moi, c'est vraiment une certitude. Excellent, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Jérémy. Je n'ai plus de questions en stock. Je pense que la session était extrêmement intéressante. On va publier cette vidéo, également l'article que j'ai mentionné, puis on mentionne l'exemple de Welcome to the Jungle et de la semaine de 4 jours dans le baromètre
Anéo La Spirit, l'entreprise nouvelle génération, dont le premier numéro va être publié le 20 octobre prochain. On fait une conférence de presse au Maïf Social Club pour le présenter. Et donc, Welcome to the Jungle a une belle place dans ce baromètre. Encore une fois, un grand merci Jérémy, ainsi qu'à tes équipes. C'est non seulement innovant, mais appuyé par une analyse et des faits objectifs qui viennent consolider les apports de ce genre d'innovation. Donc, c'est ça qui nous intéresse particulièrement dans la démarche qui est la vôtre. Je te dis à très bientôt, et puis je remercie tous ceux qui se sont connectés, qui ont participé à ce webinaire sur Facebook et sur Zoom, et je vous donne rendez-vous pour notre prochain rendez-vous très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Jérémy. Au revoir. À bientôt. Salut.